atamans, dans leur campagne éthique, qui traquaient Trotsky tremblant. Dans leur campagne éthique, qui traquaient Trotsky tremblant. C'est pour la Sainte Russie, pour la vieille tradition, pour la gloire et la patrie, que luttaient ces batailles. Pour la gloire et la patrie, que luttaient ces bataillons. Notre gloire est immortelle, volontaires et officiers blancs. Et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident. Et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident. Eh bien, bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de la résistance française. Et je remercie tout de suite à la technique Axel pour la réalisation de cette émission. Et d'ailleurs, il travaillait encore il y a quelques secondes. C'est pour ça que le générique a duré un peu plus longtemps. Ben oui, c'est les affres du direct. Mais c'est du direct et nous avons été en direct tout l'été, que ce soit dans les libres journaux de la Résistance française, les florilèges des arts, les émissions tous les samedis matins. Ce sera le cas à nouveau d'ailleurs ce samedi, du libre journal de géopolitique profonde. Donc j'aurais essayé de faire en sorte durant tout l'été de vous avoir avec moi, que je sois moi avec vous. Et fidèle au poste aussi, elle est toujours fidèle au poste. Évidemment, c'est Marie-Hélène au standard. Marie-Hélène au standard. Vous n'hésitez pas, puisque nous sommes en direct. Vous posez questions, remarques, observations, coup de gueule, coup de cœur, qu'importe. Soit au standard, où vous pourrez normalement avoir Marie-Hélène. Faites en sorte de ne pas embouteiller trop longtemps le standard, parce que souvent, ça pousse de l'autre côté. Les gens ont envie de s'exprimer aussi. Essayez d'être concis et très précis dans ce que vous voulez que ce soit écrit par Marie-Hélène. Et puis sinon, le plus simple, évidemment, c'est que... c'est ma connexion qui est très mauvaise, hein, j'entends plus rien. C'est le courriel électronique. Alors, il va falloir qu'Axel fasse attention à ce que Maria Poumier ne puisse pas parler. Il faut lui couper le micro pendant que je m'exprime, parce que sinon, ça va faire des interférences. Je rappelle que nous sommes en direct. Voilà. Vous n'hésitez pas, on posera les questions, et je viens de vous le dire, à l'invité de la première partie de cette émission. Axel vous l'a expliqué, émission en 2 parties. Première partie de l'émission avec donc Maria Poumier, que je vais vous présenter dans un instant pour le livre. Donc, elle a traduit Les guerres culturelles en Occident de l'auteur américain Eugene Michael Jones. Les guerres culturelles en Occident, vous allez voir, c'est particulièrement savoureux. Et puis, à partir de 19h30, seconde partie de l'émission, avec un médecin que je vous ai sélectionné, que je vous ai trouvé, parce que sur le Covid, évidemment, on en parle depuis 2020, et nous avons été les premiers sur Radio Courtoisie à alerter, à avertir, à essayer de faire vivre cette liberté d'expression sur le Covid, si mal en point, cette liberté d'expression aujourd'hui, dans les médias menteurs, les médias subventionnés, les médias officiels, les médias que j'appelle même médias larbins. Chaîne d'infos en continu, service public, avec leur doxa, avec leur discours unilatéral, politiquement correct. Nous avons et nous pouvons nous enorgueillir sur Radio Courtoisie d'avoir pu libérer dès mars 2020, la parole sur ce Covid. Alors, l'invité de la seconde partie ne sera autre que le docteur Marc Escalan,
ESCALANT, pour ceux qui voudraient se procurer ce livre, Mon roman de Covid, l'aventure vers le monde nouveau. C'est en auto-édition sur Amazon. Donc voilà, vous aurez la possibilité à partir de 19h30 d'entendre, d'écouter le docteur Marc Escalan. Mais en première partie donc, de cette émission, eh bien, nous allons traiter du sujet des guerres culturelles en Occident avec Maria Poumier. Alors déjà, je demande à Maria Poumier, est-ce qu'elle m'entend bien? Bonjour Maria. Ah bah, ça commence mal. Bonjour Nicolas, Pardon. bonjour les auditeurs. Bonjour Maria. Maria Poumier, vous êtes agrégée d'espagnol, docteur d'université, vous êtes écrivain, traductrice, maître de conférences émérite à l'université de La Havane à Paris 8e Saint-Denis, c'est bien ça? Oui, mais j'ai pris ma retraite. Bien, mais là j'ai un retour son, alors j'espère que ça... N'hésitez pas, hein, surtout Maria, à ne pas écouter en même temps alors que vous êtes en distanciel, parce que j'entends ma voix, ça c'est pas normal, hein. C'est tout à fait anormal. Je fais noter à Axel qu'il essaie d'effacer cette voix parasite, ça c'est un peu dommage. Non, voilà, je donc, sais. Voilà, très bien. Donc, Eh bien je écoutez, me sers seulement de mon téléphone et ça ira mieux. très bien, parfait Maria. Alors, on continue dans cette émission donc avec ce livre, Les guerres culturelles en Occident, et la première donc de l'auteur, Eugène Michael Jones. Est-ce que vous pourriez on pourrait peut-être commencer, Maria, si vous le voulez bien, par nous parler un petit peu de cet auteur qui n'est pas nécessairement connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Oui. Alors, c'est un monsieur de 78 ans qui a une carrière très longue, en fait, et qui, jusqu'à maintenant, a été écouté surtout aux États-Unis, ou lu aux États-Unis. Il a beaucoup publié. Et puis, heureusement, maintenant, il fait des lives hebdomadaires. Et donc, ça lui donne accès à un public anglophone, mais du monde entier. Ça a complètement changé son audience. Bien. Alors, vous considérez que Michael Jones, Eugène Michael Jones est un véritable prophète. C'est un petit peu comme ça que vous le définissez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Oui. Alors, je veux dire que c'est un écrivain, il publie beaucoup de livres, il écrit beaucoup, c'est un conférencier, mais c'est aussi un homme d'action, un militant. Et il est très dynamique, il est très polémique. Donc, à mon avis, il a une influence immédiate sur le monde dans lequel il vit. Par exemple, il considère que Benoît XVI et le pape François ont eu accès à ces raisonnements. Ils en ont tenu compte. C'est déjà très important. Bon, il connaît aussi pas mal d'hommes politiques, il s'adresse à eux. Donc, une action directe et sur beaucoup de fronts à la fois, ce que je trouve assez extraordinaire. Il s'occupe de la société américaine. Il a beaucoup travaillé aussi la théologie catholique, il la connaît bien. C'est un grand spécialiste de l'esthétique et de l'histoire des arts. Personnellement, c'est ce qui me fascine le plus dans son Alors travail. Maria, on a un problème. Ça, vraiment, c'est dommage que non seulement on n'a pas la visio, mais en plus, on a cet écho qui est très problématique. Ce que l'on va faire, c'est que nous allons, chers auditeurs, pour régler ce problème technique et passer, pour ce qui vous concerne, par téléphone, et Axel va faire le nécessaire, on va écouter un Pelitz, un chant polonais, quelques 2 minutes, hein, on aura 2 minutes, et comme ça, Maria, vous pourrez directement passer par le téléphone, s'il vous plaît. On se retrouve tout de suite, chers auditeurs de Radio Courtoisie, après ce petit problème technique que nous allons résoudre. Que nous sommes à nouveau en ligne, ce sera cette première partie par téléphone. On n'a pas réussi à régler les problèmes techniques. On en est vraiment désolé. J'espère que la qualité ne nuira pas, la qualité du son ne nuira pas, c'est ce qu'on a cherché à obtenir, à la bonne compréhension de ce livre passionnant qui s'appelle Les guerres culturelles en Occident. Donc, j'aimerais
que nous puissions avec eux, sur Eugène Michael Jones, avec Maria Poumier, eh bien, que nous revenions à cette notion de prophète. C'est ce que vous dites, vous êtes la traductrice de cet ouvrage qui est une série de chroniques. Et j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, à vos yeux, eh bien, Eugène Michael Jones est un prophète. Bon, merci beaucoup pour votre patience. Je suis ravie de pouvoir reprendre. Alors, je vais reprendre ce que j'entends par parole prophétique. Je pense qu'il y a 4 dimensions à parole prophétique. Les écrivains ou les orateurs, autrefois il y a toujours eu des prophètes qui n'écrivaient pas, ils font la critique radicale de leur temps, de leur contexte, de leur époque. Deuxièmement, ils font preuve d'une immense clairvoyance pour annoncer un avenir de type apocalyptique, donc extrêmement dérangeant pour notre équilibre mental, mais malheureusement bien souvent nécessaire. Ensuite, ce sont des gens qui ont une véritable efficience, une capacité pour peser dans un bouleversement de société tout à fait profond, grâce à une parole agissante. Beaucoup de gens pensent des choses justes, mais n'arrivent pas à se faire entendre. Les prophètes, c'est ceux qui arrivent à nous inquiéter, à nous convaincre et à nous obliger à transmettre leurs paroles. Et cette histoire de transmission, c'est le 4e aspect de la parole prophétique. Les prophètes ne sont pas des gens vaniteux. Ils ont l'assurance d'être des messagers, d'incarner la transition et la transmission. Et entre 2 niveaux bien différents et complémentaires dans l'échange entre le divin et l'humain, c'est-à-dire aux antipodes de l'idolâtrie qui divinise les artistes, les penseurs, tout en hiérarchisant les créateurs et les penseurs. Donc, quand on se sent prophète, la vanité disparaît, la vanité professionnelle, naturelle quand même, aux personnes qui ont un talent particulier. Et ces personnes acceptent vraiment ce rôle de pure transmission, avec tous les risques que cela comporte, et bien entendu ce qu'on appelle globalement le martyre, donc d'avoir à souffrir jusqu'à la mort pour ses convictions. Ils vont bien au-delà de l'instinct de survie naturelle des gens qui gagnent leur vie avec leurs pensées. Donc on a, à mon avis, une sorte de profondeur en amont de l'œuvre. Un petit peu comme ceux qui président au travail de l'archer, le tir à l'arc. On sait que ça se travaille en amont, bien avant le contact avec l'arc et la flèche. Donc chez ces gens-là, c'est pareil. On a vraiment une conversion de tout leur être avant toute expression, une conversion pour jouer ce rôle, et c'est ce qui leur donne une force incroyable. Voilà, si maintenant on sait de quoi on parle. Eh ben, écoutez, on va en parler. Mais avant de parler de l'auteur, moi j'aimerais qu'on parle un peu de vous en tant que traductrice, Maria Poumier. Oui. Donc j'ai expliqué que vous étiez en effet retraitée, certes, mais maître de conférence émérite à l'Université de La Havane, à Paris 8, Saint-Denis, spécialiste de la littérature espagnole et sud-américaine, chercheur en histoire de l'Amérique latine. Vous avez publié de nombreux ouvrages et traductions, tant en France qu'en Espagne et en Amérique latine. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce qui vous a déterminé à traduire Eugène Michael Jones? Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette traduction, de faire cette traduction? Alors là, je suis obligée de revenir un petit peu en arrière. Oui. J'ai quitté l'université maintenant, il y a déjà 20 ans, parce que j'y étais très malheureuse. J'avais des persécuteurs professionnels qui voulaient ma peau. Ils l'ont même affiché sur les murs de l'université. Mais j'ai renoncé donc à l'université parce que j'avais pas envie d'entrer dans une logique de procès qui m'aurait épuisée. J'avais encore des enfants très jeunes à élever. Et donc, en prenant ma retraite, évidemment, je me suis éloignée un peu de mon champ de recherche habituel et j'ai beaucoup approfondi les questions du sionisme, de l'antisionisme, tout l'héritage de la pensée traditionnelle sur ces questions-là. Et j'en arrive à Michael Jones, je le découvre après avoir travaillé beaucoup pour un autre écrivain antisioniste, qui est Israël Shamir. Oui. Israël Shamir, vous savez, qui est un russe d'origine, de famille juive, qui tout jeune, quand moi je partais à Cuba,
pour faire la révolution, ben lui, il est parti s'installer en Israël pour faire la révolution sioniste. Donc, un horizon de gauche, et il pensait vraiment que l'utopie sioniste pouvait être quelque chose de merveilleux dans le sens de la justice et une justice généreuse. Bon. Donc, très vite, il a découvert les injustices contre les Palestiniens. Il est devenu le plus radical des journalistes israéliens pour condamner le sionisme, pour exiger la création d'un seul État pour tous ses habitants, avec des droits égaux, c'est-à-dire sur le modèle de l'Afrique du Sud, ce dont on reparle maintenant, alors que pendant 20 ans, Shamir était un petit peu celui qui criait dans le désert, parce que tout le monde lui disait « mais non, c'est irréalisable, ça n'a rien à voir, il faut 2 États, et puis c'est tout ». Maintenant, tout le monde dit « ah ben non, 2 États, c'est trop tard, ça n'aura jamais lieu, il faut absolument un seul État pour tout le monde ». Donc j'ai beaucoup traduit et travaillé avec Israël Shamir, et comment dire, je m'apercevais qu'il me convertissait. Lui-même venait d'une culture juive, s'est converti très rapidement au christianisme palestinien, orthodoxe, en découvrant donc à quel point l'idéologie se réclamant du judaïsme était criminelle. Donc il a vraiment tourné le dos au judaïsme, pensant que ça ne pouvait mener nulle part. Mais moi, je suis d'une famille catholique, donc je venais pas du même horizon, mais je convergeais avec lui. Et petit à petit, j'ai pris conscience qu'en fait, les gens du même genre d'extraction sociale que moi, moyenne bourgeoisie, donc formation catholique, sans plus, pas passionné par les choses religieuses, on est en fait extrêmement judaïsé. Donc, il m'a accompagné dans un cheminement de déjudaïsation. La même démarche qu'il vivait lui-même, en prenant d'énormes risques. Il a été absolument extraordinaire pour réveiller les consciences, surtout les anglophones. Mais bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu dans le domaine francophone aussi pour le faire connaître. Et puis donc, je débouche sur Michael Jones, et il me semble que c'est l'étape suivante absolument indispensable. Une fois qu'on est sorti de cette optique judaïsante, qui est inconsciente, de même que la plupart des juifs en France, des penseurs, si on leur demande, bon, alors le judaïsme, ils n'en parlent pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont la voie de la normalité. Donc tous les gens qui sont dans une orbite judaïsante pensent aussi être la normalité, vous voyez. Et puis après, il y a un moment où on se dit, non, finalement, non. On représentait une pensée qui a une énorme puissance d'attraction, et puis, bien sûr, une puissance financière qui fait que l'attraction n'est pas seulement spirituelle, et on s'en rend même pas compte, qu'on est poussé tout simplement par la logique naturelle, je sais pas, on a envie de dire le profit, c'est compliqué. Bon. La pente naturelle. Mais qui est en fait une tradition minoritaire, qu'on n'est pas obligé du tout de rester dans cette logique judaïsante. Et donc j'approfondis moi-même ma culture catholique, et c'est là que je découvre Michael Jones, qui vraiment propose une révolution catholique. Ça l'énerve quand on lui dit vous allez bien être obligé d'accepter une révolution. Il dit non, une contre-révolution. D'accord. Mais toutes les révolutions, c'est aussi des contre-révolutions, c'est toujours des restaurations. Bon. Mais il est vraiment un homme d'action, un combattant, donc ce qu'on appelle un révolutionnaire. Et il pense qu'il faut casser beaucoup de choses, il faut être très très radical dans la guerre à mener contre une certaine idéologie. Oui. Voilà comment j'en viens à le découvrir, et vraiment j'apprends beaucoup de choses de lui. Moi je traduis en général par curiosité. Donc je le suis. Bon. Très bien. Alors, dans les guerres culturelles en Occident, Jones rassemble une série d'essais qui abordent les thèmes essentiels du monde contemporain. C'est pas seulement un recueil critique. Ce livre propose une véritable plongée dans les enjeux intellectuels, politiques, sociaux que traverse l'Occident, en explorant des sujets aussi variés que l'influence de la luxure dans la politique moderne ou la bataille culturelle autour de la statue de Saint-Louis. Et dans le Missouri, Jones nous pousse à réfléchir, c'est le 4e de couverture, à réfléchir aux forces sous-jacentes qui façonnent notre société. Alors, pour rentrer un petit peu de plein pied dans ce livre aux éditions du Verbe Haut, les éditions du Verbe Haut, ce livre sur les guerres culturelles de l'Occident, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu la tonalité générale avant d'entrer peut-être dans le détail de ces différentes chroniques? Bon. Alors, je pense que une bonne façon d'entrer dans sa logique, c'est la question de la luxure, que vous-même, spontanément, avez
mentionné tout de suite en premier. Bon. Oui. Donc c'est un auteur très radical contre l'homosexualité, les histoires de trans, l'avortement. Donc On le peut dire, bon, LGBT, on va voilà. dire. Hein. On ne va pas dire contre l'homosexualité, on va dire contre le LGBT, pour rester dans les normes. Oui. Allez-y, je vous en prie. Oui. Non, mais lui, il est très clair. Hein. Il dit non, c'est l'homosexualité qui ne va pas du tout. Il ne peut pas fonder une société. Il ne cherche pas de périphrase, hein, jamais. Il n'est pas du tout dans la périphrase. Et puis parfois, il emploie aussi le vieux terme de sodomie, de sodomite. Non, mais ça, on peut employer ces Oui, termes. là. Enfin voilà, nous, on doit rester dans le cadre de la loi sur Radio Courtoisie, donc je fais ce rappel. Je suis obligé de le faire, j'ai pas le choix. Allez-y, vous pouvez continuer, je vous en prie, Maria. Pas de problème, bon. Mais en tant que traductrice, bon, moi, je suis toujours passionnée par Mais tout la à fait, je recherche de la comprends. Mais moi, voilà, mais je vous laisse. Je vous dis comment il écrit. Tout à fait vous exprimer. Bien sûr. Je vous dis comment il Vous pouvez écrit. continuer. Voilà. Bien sûr. Et là, donc, on se dit, bon, ben voilà quelqu'un qui reprend on pourrait dire des vieux poncifs, hein, les choses que les médias ne nous disent même plus que l'Église catholique dit, parce que ils ont trop peur de faire de la propagande à l'Église catholique en expliquant les raisons pour lesquelles l'Église ne veut pas de toutes ces choses-là depuis toujours. Bon. D'accord. Mais donc, il va plus loin. Il dit, en fait, nous sommes absolument mis en esclavage par l'incitation permanente au débordement sexuel. Ouais. Et l'incitation à nous concentrer là-dessus, à en faire l'essentiel de notre vie. Bon, alors là, ça devient très intéressant parce qu'il dit il se reconnaît lui comme le pionnier de l'exploration de la domination politique par la pornographie. Ça, c'est un concept très très important pour lui. Et vous savez que bien développé, oui, il y a quelques années déjà, dans les guerres des Israéliens, on avait remarqué que ils avaient tendance, quand ils attaquaient un village palestinien ou un pays voisin, à inonder les écrans de télévision auxquels ils avaient accès de pornographie. Mais bon, ça pouvait paraître bizarre. Mais voilà qu'ils viennent de recommencer à Gaza, hein, ça y est. Donc les gens qui allument leur poste de télé, ils tombent tout de suite sur du porno. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment une méthode, non seulement pour désarçonner les gens, mais pour les empêcher complètement de raisonner en être politiques, en être moraux, en être normaux. Parce qu'on est tous des humains très imparfaits, et le sexe, ça nous chatouille tout de suite. On nous plonge dans le sexe, on a beaucoup de mal à s'en échapper. Donc c'est un instrument de contrôle politique, et il cherche l'origine de tout ça, les personnages qui ont inculqué cette culture du porno à droite et à gauche, partout, dans la gauche comme dans la droite. Oui. Malheureusement, il trouve beaucoup de choses. Hein. Il fait partie des chercheurs qui trouvent. Voilà. D'accord. Il identifie énormément de gens qui ont complètement perverti notre génération et celle qui vient. Alors là, n'en parlons pas. Hein. C'est catastrophique. On est dans la maladie mentale totale. Hein. Mais surtout comme instrument de domination. Les phénomènes d'addiction liés à la pornographie, évidemment. Ça passe par l'addiction, bien sûr. Hein. Ça passe par l'addiction. Mais il nous dit, non, il y a un projet conscient pour empêcher les gens de penser normalement. Et le principal canal, c'est ça. Nous, d'habitude, nous disons, ah ben oui, ce qui est néfaste, c'est l'excès de publicité, c'est l'excès de ceci, cela, la mauvaise information, les choses superficielles. Non, lui, il dit, non, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus grave. Donc ça, c'est une très bonne porte d'accès à sa pensée, à l'originalité de sa pensée, vous voyez. Même l'Église, oui, tout à fait. L'Église dit, il vaudrait mieux ne pas inventer, il vaudrait mieux constituer des familles avec des couples fidèles. Mais l'Église n'est pas virulente là-dessus, vous voyez. Lui, non, il est virulent. Il est virulent pour s'opposer. Il défend non seulement l'institution familiale, mais il dénonce tous ceux qui viennent s'opposer ou pervertir justement cette institution. C'est bien ça. C'est ça. Bon. Donc c'est un homme qui est engagé. Mais alors vous m'avez expliqué en préparant cette émission, Maria, qu'il était par ailleurs, et c'est là qu'on revient un petit peu à l'observation que j'ai faite tout à l'heure, qu'il était un critique de son temps, mais qu'il restait un auteur prudent, et que ce n'était quelqu'un qui trouvait à passer sous les fourches codines de la censure ou du procès. Donc il y a encore chez
Eugène Michael Jones, une prudence dans ses propos, si j'ai bien compris. Oui, mais c'était, j'ai envie de dire, une prudence qui se justifie pas par la recherche de petites astuces, vous voyez, pour contourner les obstacles, mais par une très profonde rationalité. Donc chacun des chapitres de ce livre, il est bâti sur la critique d'un ouvrage ou d'un phénomène très précis. Par exemple, le déboulonnement de statues. Aux États-Unis, ça sévit Oui. comme en France. Il y a des énergumènes qui veulent plus voir une statue de Saint-Louis aux États-Unis. On se demande bien pourquoi, qu'est-ce que Saint-Louis a fait aux Américains. A priori, on ne comprend pas. Bon. Notre Saint-Louis à nous, de France. Oui, Louis IX. Tout à fait. Alors pourquoi que ça dérange les habitants, et en particulier les habitants noirs de la ville de Saint-Louis dans le Missouri? La question se pose, c'est une question intéressante. Et autrement, mais il parle très souvent d'un livre qui vient d'être publié et il va le critiquer de fond en comble en partant, donc avec énormément de citations. Donc vous voyez, il part du concret élémentaire, chacun peut vérifier ses sources, et puis il établit des liens, il découvre des choses qu'il fallait mettre en lumière dans tout ce qu'il lit, et par conséquent tout ce qui ne va pas. Donc c'est de la prudence de type scientifique, vous voyez, purement rationnel. Et il nous amène là où il veut, donc à des conclusions beaucoup plus générales, qui dépassent complètement les phénomènes, surtout américains, qu'il commente, parce que c'est son pays et il raisonne en américain. Donc ce qu'il veut, c'est voir l'avenir de l'Amérique. Il estime que les États-Unis rentrent maintenant dans leur 4e république. On rappelle le titre de l'ouvrage. On rappelle, Maria Poumier, le titre de l'ouvrage, donc, qui s'intitule « Les guerres culturelles de l'Occident », l'auteur Eugène Michael Jones, traduit par Maria Poumier. Alors, quand vous parlez du déboulonnage, donc de la statue de Saint-Louis dans le Missouri, vous faites référence finalement à la dénonciation par Michael Jones en particulier, la cancel culture. Est-ce qu'on pourrait en dire un peu plus? Il réécrit l'histoire, dit-il d'ailleurs. Bon, j'ai envie de dire, il la ressuscite. On a tendance à oublier beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on croit qu'on peut revenir sur certains faits historiques transcendants. Mais c'est juste un défaut de mémoire et de connaissance. Oui, mais là, est-ce que vous pourrez, sa critique de la cancel culture, est-ce que vous pourriez développer un peu par Michael Jones? Il découvre qu'il y a vraiment beaucoup de casseurs dans notre société. Et il se demande, mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils cassent tout, mais pour faire quoi à la place? C'est ça le problème. Bon. Donc il découvre énormément d'injustice dans tout ce qu'on casse, bien sûr, bien entendu. Oui. C'est surtout, j'ai envie de dire, la principale question qui est brûlante aux États-Unis, c'est l'ethnicité. Il raisonne beaucoup là-dessus. Son prochain livre sur l'avenir des États-Unis est vraiment centré sur les questions ethniques. Alors vous savez que ça pour nous c'est assez exotique parce que les étrangers le disent quand ils viennent en France, qu'ils voient que dans un restaurant japonais vous avez des familles africaines, françaises, arabes, chinoises, japonaises. Bon, tout le monde mange ensemble dans la bonne humeur. Les étrangers sont éblouis, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui acceptent tout le monde? Alors que eux, je pense surtout aux Allemands, sont très encombrés de leur ethnicité. Ils se disent mais non, si on habite en France, il faut tout faire comme les Français et être Français et donner toujours raison aux Français contre les autres, etc. Parce que eux, ils voient la société comme ça. Et aux États-Unis, vous savez comment c'est, la société non seulement est extrêmement agressive, angoissée et hérissée comme ça face à tous les problèmes qui se présentent, mais en plus, ils estiment que chaque communauté doit se défendre contre les autres. Bon. Alors, c'est ça que démantèle Michael Jones. Il le démantèle complètement. Et avec un moteur et un principe. Moi, c'est ce que j'adore chez lui. Vous voyez, on peut le considérer comme très traditionnaliste. Je suppose que dans les petites notices Wikipédia ou tout ce qui est simplement reprise de Wikipédia, il est classé extrême droite. Oui. Bon, mais justement, il n'a absolument aucun fond
raciste ou de nationalisme ethnique. Absolument pas. Il dit non. Son guide, c'est la religion catholique, c'est une religion universelle. Donc ça ne le gêne pas pour les États-Unis de constater, par exemple, que les Mexicains, les Salvadoriens sont de fervents catholiques, qui sont tout en bas de la société, très souvent, mais pas toujours, et que les catholiques blancs américains pourraient un jour être dépassés, vous voyez, par des catholiques d'ailleurs, qui considèrent a priori comme des affairiens, puisque ce ne sont pas des WASP, des anglo-saxons. Bien sûr. Vous savez, comme en France, nous, on est choqués parfois, enfin, beaucoup de gens sont très choqués, ils rentrent dans une église et ils trouvent un prêtre africain qui dit la messe. Ils disent, quoi? Que se passe-t-il? Bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de prêtre blanc, ben, on prend ceux qui existent, hein. S'ils ne sont pas de la bonne couleur, c'est quand même le même évangile, hein. Ils ont souvent des choses très importantes à nous dire et on ne trouve plus de gens formés dans les séminaires habituels, disons blancs, européens, pour faire le boulot. Bon. Donc, Michael Jones, vous voyez, n'est pas du tout sectaire de ce côté-là, comme le sont tellement les Américains. Même, hein, quand on parle des violences noires aux États-Unis, qui est un thème absolument inépuisable, et puis des ripostes noires disant que tout le monde est raciste, sauf eux, tout ça, lui, comment dire, ça glisse, vous voyez. Pour lui, c'est superficiel. C'est pour ça que j'ai du mal à parler avec lui du terme de cancel culture. C'est un terme qu'il n'emploie pas. Parce que non, pour lui, ce sont des affrontements absolument artificiels. Il considère qu'il y a des gens qui veulent des affrontements, qui veulent qu'une société ne cherche pas la mixité, l'échange réciproque, qui passe toujours d'ailleurs par l'échange de coutumes alimentaires et musicales. C'est toujours par ces deux canaux qu'une société trouve le minimum d'homogénéité qui lui permet d'exister et de progresser. Vous savez, c'est par la cuisine et la musique que les gens dépassent leur horizon familial, racial ou ethnique, enfin bon, leurs origines, disons. Ça, je l'ai appris, si vous voulez, dans l'histoire de l'Amérique latine, l'histoire coloniale. Hein. Vous savez qu'en Europe, on est vraiment en train de vivre ce qu'ont vécu les colonies d'Amérique latine, c'est-à-dire des déportations de population dans tous les sens, pour que justement aucun peuple, soit peuple immigré, soit peuple importé, soit peuple d'origine autochtone, n'arrive à reconstituer des nations pouvant faire face aux envahisseurs, hein, aux gens qui avaient décidé de s'emparer de certaines régions ou populations. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, bon, Maria. D'accord. Donc, parce que j'avais un appel là sur le téléphone. Oui. Un instant, laissez-moi parler juste. Allô? Deux secondes. Oui, vous m'entendez? Oui, pardon. Voilà, donc le thème général pourrait être aussi le Black Lives Matter. Donc, vous avez donné une réponse là-dessus. J'aimerais qu'on aille sur un autre sujet concernant toujours cet auteur sur les guerres culturelles de l'Occident. C'est le sujet du beau. Et il le fait au travers d'une réflexion sur la pensée de Roger Scruton. Il défend l'idée que la beauté peut être une voie vers la vérité dans un monde où ces notions sont souvent dénaturées. Donc autant la luxure est une voie de perdition, selon l'auteur, autant la beauté peut être une voie de salut. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que Eugène Michael Jones veut dire par là? Donc, il a une excellente formation en histoire de l'art et il répond à des questions que souvent les historiens de l'art et les théoriciens de l'esthétique posent, mais auxquelles ils ne savent pas répondre. Donc, ça va très loin. Et donc, ce qu'il reproche à Roger Scruton, c'est un certain relativisme culturel, d'être un héritier de Michel Foucault. Ça, il n'aime pas Michel Foucault, il ne peut pas le passer. Là, c'est viscéral. C'est très, très grave chez lui. C'est fondamental. Bon. Et donc, Scruton ne va jamais au fond des choses. Donc, il dit des belles choses sur l'importance de la beauté, l'importance de la part de vérité qu'il y a dans la beauté, mais que Scruton finit toujours par dire « Oh, mais finalement, tous les goûts sont dans la nature, et ce qui compte, c'est le goût. C'est la seule sanction du tri entre les belles choses et les choses moins belles. » Oui.
C'est le goût. Alors là, Michael Jones, il est furieux contre ça. Il dit, mais enfin, saint Thomas d'Aquin ne se permettait pas un tel flou, un tel manque de rigueur. Non, il n'y a de beauté que s'il y a de la vérité. Point à la ligne. Et dans toute vérité, il y a de la beauté. Alors c'est intéressant parce qu'il s'est exprimé à l'occasion du dernier livre de Roger Scruton et il ne lui fait pas de cadeau. Donc, une des questions auxquelles il répond en matière d'esthétique, c'est est-ce que la mimésis est l'essentiel de l'art, oui ou non? Bon, question posée depuis Platon, reprise par tous les philosophes suivants. Eh bien, il répond très franchement, oui, il n'y a d'émotion esthétique que si l'on reconnaît quelque chose, si on a la sensation de la ressemblance. D'accord. Donc, a priori, il condamne la peinture abstraite. Il dit, ça ne m'intéresse pas, ça ne ressemble à rien. Ça ne me rappelle rien des choses que je connais qui sont dans la nature. Pourquoi pas? On peut se dire, bon, il est peut-être un peu passéiste, c'est un vieux monsieur, il a du mal à s'adapter aux nouveautés. Mais il répond à la question fondamentale. Bon, si l'art est toujours mimésis, alors où est la mimésis dans la musique? Qu'est-ce qu'elle représente, la musique? Il n'y a rien de plus abstrait. Eh bien, il y répond, figurez-vous. Et à mon avis, à ma connaissance, c'est le premier à donner réponse. Je le dis parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. Quand j'étais prof à l'université de La Havane, on m'avait d'abord demandé, quand je commençais mon travail de prof, de faire un cours d'esthétique selon les grands penseurs européens. Et donc, c'est une question à laquelle personne ne répond. Et il dit, eh bien, la musique, elle représente nos sentiments moraux. Et une musique nous touche quand nous reconnaissons tout simplement notre univers moral. C'est incroyable, c'est fantastique. Oui. Donc, vous voyez, il est très exigeant. Il n'y a de beauté qu'avec de la vérité et avec ce sentiment de reconnaissance de quelque chose de connu, de quelque chose qui est dans la nature. Ça peut être dans notre nature, ça peut être dans la nature cachée de l'univers, par exemple les phénomènes, les fractales, toutes sortes de phénomènes géométriques ou chimiques, qu'on représente par des dessins qui ont une très grande beauté. Et donc les artistes peuvent aussi représenter ces choses cachées, même avant l'invention du microscope. Les artistes, vous savez, quand on décompose les tableaux de Léonard de Vinci, on s'aperçoit qu'il y a une telle génialité dans le croisement des lignes directrices. Donc il y a vraiment une compréhension des lignes directrices de l'univers, de la géométrie de l'univers, même si au final on a des surfaces, des représentations de la chair fraîche, de la douceur d'un regard, d'un sourire, où on se dit non, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau de ressemblance. Mais il y a quand même cette sensation d'évidence qu'il y a ressemblance avec le vrai de la nature et avec la beauté de la nature. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, la beauté. Oui. Allô? Donc, je disais que c'est très important d'être aussi radical dans une matière qui s'y prête si peu, parce que justement, on a tendance à dire l'art c'est très bien, mais c'est purement subjectif. Oui, c'est très relatif. Voilà, il ne pardonne pas à Scruton d'en être resté là, d'avoir des tas de belles choses, mais qui nous empêchent d'aller au fond des choses. Bien sûr. L'univers est beau, l'univers est une création divine qui manifeste sa beauté partout, à tous les étages, et le travail de l'artiste, c'est de la refléter, de la reconnaître, de la faire admirer, la beauté naturelle, qui est la beauté divine. Voilà. Eh bien, Maria Ploumier, on va maintenant passer un court bobino, puisque nous sommes à peu près à la moitié de cette première partie d'émission, sur le livre, je le rappelle, c'est aux éditions du Verbe Haut, et le livre « Les guerres culturelles en Occident », c'est une traduction de Maria Ploumier, c'est un livre d'Eugène Michael Joyce. Donc on passe, chers auditeurs, de très court bobino et on revient tout de suite après sur Radio Courtoisie. Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85.
Bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes toujours dans ce libre journal de la résistance française et nous sommes en compagnie de Maria Poumier qui a traduit le livre Les guerres culturelles en Occident d'Eugène Michael Jones aux éditions du Verbe Haut. Je rappelle que Eugène Michael Jones est aujourd'hui l'une des voix les plus percutantes de la contre-révolution catholique aux États-Unis à travers ses écrits. Il s'attaque sans concession aux forces qui façonnent la société moderne tout en dénonçant les dérives de la culture libérale et progressiste. On a parlé de la luxure, on a parlé inversement du beau comme étant des sujets qu'aime traiter Michael Jones. Peut-être revenir d'ailleurs une dernière fois sur la question de la luxure, puisque c'est dans la première partie du livre, une chronique écrite il y a déjà un moment, qui est saisissante, le Marquis de Sade et la mobilisation politique de la luxure. Donc, dès le début, Eugène Michael Jones met le Marquis de Sade dans la partie. Effectivement. Et il va très loin dans la critique du Marquis de Sade. Nous, effectivement, avec Michel Foucault, tout ça, on avait tendance à... Enfin, moi, quand j'étais jeune, j'avais tendance à me dire, oh là là, qu'est-ce que je suis nulle, je suis inepte, hein, j'arrive pas à voir la beauté dans le Marquis de Sade. Alors que quelqu'un de très intelligent comme Michel Foucault nous dit, ah non, non, c'est sublime, Bon, moi, je voyais rien à faire, ça passait pas. Bon. Bon, alors je me disais, c'est parce que je suis une jeune fille pleine de virginité, d'innocence, je connais pas le monde. Hein. C'est une incomplétude de ma part. Bon. Mais pour Michael Jones, non. Le Marquis de Sade était un monsieur profondément vicieux, et surtout à partir du moment où il a été embastillé. Parce qu'il dit, forcément, il avait rien à faire. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il se masturbait, il pouvait rien faire d'autre. Et donc, il écrivait ses fantasmes qui lui servaient d'incitation pour se masturber, parce qu'il faut toujours des images cochonnes. Hein. Sans ça, on n'est même pas motivé pour entrer dans un état d'excitation sexuelle. Hein. Bon, ça tout le monde le sait, bon, c'est très simple. Et il dit, mais c'est lui le premier qui a défendu le projet de révolutionner les sociétés par une véritable propagande et un enseignement de la luxure. Et il explique aussi que Sade est très important puisque c'est le premier à avoir l'honnêteté de dire il n'y a pas de satisfaction de type narcissique, onaniste, masturbatoire sans une énorme dimension sadique. Donc l'adjectif sadique n'est pas usurpé. Hein. C'est pas à tort qu'on l'emploie à partir du nom du Marquis de Sade. Cette sensibilité purement masturbatoire, elle conduit à la férocité, à la méchanceté, à l'oppression. Et on sait qu'effectivement, le Marquis de Sade était très cruel avec ses femmes. Hein. Et donc, Michael Jones a retrouvé, et je suis allé les chercher, vérifier, dans le texte, des citations où Sade dit effectivement, moi j'en ai rien à faire des sensations ou des émotions de mes partenaires. Si une femme trouve du plaisir ou pas, ça n'a aucune importance. Bon, si ça débouche sur la naissance d'enfants, alors là c'est absolument hors sujet, rien à voir. Tout ce qui compte, c'est mon plaisir à moi et ça passe par la torture. Voilà. Alors c'est affreux, hein, parce qu'il n'aime pas beaucoup la Révolution française, hein, Michael Jones. Hein. A priori, il est monarchiste, conservateur, catholique, enfin bon, disons normal, hein, à partir du moment où on rentre dans la logique catholique. Mais là, il dit vraiment la Révolution française est largement inspirée par Sade et elle est méchante parce qu'elle est tout de suite tombée dans le libertinage. Vous voyez, le libertinage comme profession de foi. Profession de foi conduisant au pire. C'est ça son idée. Merci Maria Poumier. Alors peut-être que du sujet de la luxure, on pourrait parler aussi de la position, du positionnement d'Eugène Michael Jones sur les questions de l'avortement. Parce qu'il y a d'ailleurs dans la deuxième partie, à partir de 2022, un texte qui est traduit justement dans l'ouvrage Les guerres culturelles de l'Occident, l'avortement aux États-Unis après l'arrêt Roe versus Wade. Oui. Alors il explique très bien donc l'évolution de la réflexion des gens du Congrès, de la Cour suprême, l'importance de la nomination de
3 juges par Trump dans sa première étape, 3 juges qui font barrage justement à la complète libéralisation de l'avortement. Il nous apprend qu'il faut bien voir que ces juges et Trump, donc les gens qui se battent pour qu'on revienne à une réduction de la pratique de l'avortement à quelque chose de marginal dans la société et non pas de central, que ces gens-là n'ont pas été despotiques, comme nous le dit la propagande en France en particulier. On l'entend souvent dire, Trump a interdit l'avortement ou veut interdire l'avortement. Non, C'est ça. il y a un vrai processus démocratique de délibération qui fait que maintenant chaque État américain a le droit de choisir sa propre politique sur ce sujet-là, comme sur d'autres. Les États-Unis, c'est vraiment une fédération et il y a peu de sujets où tout le monde soit obligé de respecter une orientation unique. Vraiment, chaque État a énormément de liberté. Donc c'est intéressant pour bien mesurer les progrès de cette conscience critique sur les excès de l'avortement. Et il n'y a pas de phénomène despotique. Il insiste là-dessus et il montre quand même aussi, toujours pareil, il va dénoncer qui est absolument partisan de l'avortement à 100% au maximum. Malheureusement, c'est horrible parce qu'il trouve vraiment les responsables. Il les trouve. Il les trouve. Il sait qui pousse à l'avortement. Oui. Et vous savez, j'avais envie d'ajouter un truc qu'il n'a pas dit expressément, je crois, dans ce livre-là. Mais pourquoi la France a été le premier pays à dire non seulement il faut vraiment que l'avortement soit la chose la plus simple du monde, comme de se faire arracher une dent juste pour éviter d'avoir mal sur le moment, et puis ça suffit comme justification, mais l'idée qu'il faut absolument que ce soit inscrit dans la Constitution. C'est un projet qui devrait s'appliquer dans tous les pays. En tout cas, il y a des gens qui veulent faire appliquer ça dans tous les pays. La France a été le premier pays, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas simplement sous prétexte de faire plaisir aux dames, parce que ça les arrange, c'est tout, même si ça peut avoir d'autres conséquences catastrophiques sur d'autres plans, mais c'est surtout pour que les laboratoires aient toujours des fœtus sous la main pour fabriquer des cosmétiques, des médicaments expérimentaux, etc. Parce que selon le vieux principe de la magie et de la sorcellerie du Moyen-Âge, on sait très bien que les cellules les plus jeunes sont vraiment des choses qui permettent de rajeunir. C'est la fontaine de jouvence. Donc les laboratoires ont besoin de fœtus avortés tout le temps. Et si possible, tout près de la vie. Si possible. C'est pourquoi on veut aussi pouvoir se débarrasser des enfants qui naissent mal formés, dire on va faire un avortement post-naissance. C'est quand même un avortement. Et c'est légal, et pour ne pas dire obligatoire, puisque c'est dans la Constitution. Alors cette logique-là, horrible, épouvantable, elle est chez Michael Jones, mais c'est pas le point qui développe le plus. Bien. Alors, Eugène Michael Jones parle de plein de sujets, et c'est un auteur contemporain, et il y a même un article sur qui a tué Daria Dugin. Donc je suppose qu'il a aussi son mot à dire sur la Russie, l'Ukraine, les États-Unis. Oui. Bon, il en veut beaucoup aux Ukrainiens. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dévoiler, vous savez, parce qu'il faut que les gens lisent le livre. Absolument, oui. Allez-y, rapidement, on aura d'autres sujets à aborder. Même en quelques lignes. Donc, oui. C'est comme pour son chapitre sur Salman Rushdie. Il dit, tiens, il n'y a pas de hasard dans les phénomènes qui se produisent. Il n'y a pas de hasard. Vous prenez bien la chronologie et vous voyez que ça sert à cacher quelque chose de très précis. C'est pour détourner l'attention d'autres choses qui se produisent au même moment. Bon. Alors, pour Daria Dugin, il dit, c'est les Ukrainiens. Il ne pense pas du bien des Ukrainiens. Oui, bien sûr. Bon. Vous savez qu'en plus, le projet, c'était de tuer Dugin lui-même. Que c'est par erreur. Bien sûr, que sa fille. Absolument. Alors, on change complètement de sujet avec Eugène Michael Jones. Et si on parlait, par exemple, de l'intelligence artificielle, il fait une critique acérée de Yuval Hariri. Et Yuval Hariri, celui que Le Point avait taxé il y a quelques années, l'homme le plus intelligent du monde. Alors, je ne crois pas que ce soit exactement l'avis d'Eugène Michael Jones. Non. Donc, figurez-vous que beaucoup de gens ont posé des questions à l'intelligence artificielle sur l'Holocauste. On donne à l'intelligence artificielle des éléments d'information, et puis on dit à l'Holocauste, avec tous les éléments qu'on vous a donnés, qu'est-ce que vous concluez ?
Eh ben, il Ouais. paraît que l'intelligence artificielle conclut 6 millions de juifs tués pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas possible. C'est Grok. 6 millions de C'est, personnes. Maria Oui. Poumier, c'est Grok. C'est l'intelligence Oui, d'accord. artificielle X d'Elon Musk, en effet, qui a tenu des propos qui ont fait scandale. Absolument. Mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont posé ces questions, et pas seulement à Grok, je crois, et qui arrivent toujours. On dirait que l'intelligence artificielle, comment dire, elle est vraiment plus rationnelle que les humains. Elle arrive à des conclusions sans sentiment, mais qui ne conviennent pas du tout aux gens qui veulent nous empêcher de réfléchir de façon parfaitement rationnelle sur certains sujets. Bon. Oui, elle dit la vérité, elle ne connaît pas le mensonge. Voilà, on dit ça. Oui. Tout dépend bien sûr des questions qu'on lui pose, mais plus on affine les questions, plus les réponses sont affinées aussi. C'est très intéressant. Donc, il a fait l'expérimentation et il nous donne toutes les étapes qui conduisent à un certain résultat. Et la réaction de Yuval Hariri, c'est « Ah ben non, ça va pas du tout. Oui. Il faut empêcher l'intelligence artificielle d'arriver à certaines questions. » Et alors, il dénonce que c'est vraiment Yuval Hariri qui est en train de travailler avec toutes ses équipes pour bloquer certains mécanismes automatiques de l'intelligence artificielle. C'est passionnant. C'est ça. C'est passionnant. Mais bon, Yuval est dépassé. Il prouve juste sa capacité de despotisme, pas son intelligence. C'est pas l'homme le plus intelligent de la planète, c'est sûr. Elon Musk non plus, probablement pas plus, mais bon. Mais alors là, vraiment, vous aurez des surprises sur la réflexion de Grok en matière de Deuxième Guerre mondiale. Des très étonnantes surprises. Le jeune Michael Jones s'intéresse aussi à des sujets qui concernent directement la France. On terminera d'ailleurs intervention par Emmanuel Todd, mais j'aimerais déjà que vous nous disiez quelques mots sur un article qu'il a écrit en 2021, Le problème de Soral, virgule, et le nôtre. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un texte qu'il a écrit comme préface à l'édition en anglais du livre de Soral, Comprendre l'Empire. C'est ça. Et cette thèse, elle est très simple. C'est qu'au moment des Gilets jaunes, Soral aurait dû prendre la tête du mouvement, s'appuyer sur un catholicisme aussi radical que celui de Michael Jones, et là, il prenait le pouvoir et il changeait le destin de la France. C'est aussi simple que ça. J'avoue que sur le moment, je n'ai pas été convaincu. Je me suis dit, je pense que c'était très difficile d'imaginer que ce soit vraiment le moment où une prise de pouvoir était possible. Il manquait trop de choses. Oui. Bon. Mais en même temps, ça fait réfléchir. Et alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que j'avais vu avec Soral si ça l'intéressait de publier du Michael Jones. Et puis, je ne me rappelle plus exactement. Je ne veux pas diffamer. Mais globalement, il pensait, qu'il l'ait dit ou non, ou que quelqu'un m'ait dit qu'il le pensait. Je vous dis, de toute façon, c'est du passé, c'est pas grave. Il dit, non, que ce bigot, non, ce bigot américain n'a aucun intérêt. Ce qu'il peut réfléchir, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut penser. Voilà. Mais ça fait partie. Les gens classés extrême droite, c'est automatique. Bigot, tout ça, on met toute une salade d'adjectifs et ça doit coller. Bon. Mais c'est quand même lui qui a accepté de faire la préface. Donc, c'est pas une préface inintéressante. Elle ne condamne pas complètement Soral, non plus. C'est ça. Donc, non, c'est important. Mais ça nous fait réfléchir. Bon, est-ce que vraiment il y avait une révolution à diriger d'un point de vue catholique tout de suite au moment des Gilets jaunes? Est-ce que c'était Soral qui devait rejouer ce rôle? Qui d'autre aurait dû, aurait pu? Toutes ces questions, elles n'ont pas été posées. Michael Jones les a posées. C'est important. Arrivant après les manifestations la manif pour tous, il est évident qu'on aurait pu imaginer que les Gilets jaunes prennent une connotation religieuse ou spirituelle, chrétienne. Or, ce ne fut pas le cas. Or, tout a été fait pour que ça ne soit pas le cas par le choix par les médias alternatifs, pas les médias, pas du tout, les médias, les chaînes en continu, qui ont trouvé des figures aux Gilets jaunes qui étaient le plus éloignées possible justement des questions religieuses et spirituelles. Et ça, je pense que c'était voulu. C'est probablement, il y a des gens malins qui savent ou qui essayent de tirer profit de toutes les situations, même celles qui ont pu paraître imprévues, incontrôlables, etc. Il y a toujours des gens qui savent
qui sont joueurs et qui s'y connaissent dans toutes les règles du jeu de toutes les sociétés. Bon. Mais alors un truc qui m'amuse beaucoup, vous voyez, c'est que Jones, toute sa défense du catholicisme, c'est autour de la notion de logos. Il dit, Jésus, le Christ, c'est l'incarnation du logos. C'est le triomphe du logos. Voilà. La raison universelle. Il n'est pas le seul à le dire. On trouve déjà ça chez saint Thomas. Bon, c'est très important. Mais alors moi, ce qui m'amuse, c'est que je pense que Soral, depuis l'époque de cette préface, il a lu un petit peu Jones quand même. Et il a tendance à dire, ou bien les gens qui l'entourent me disent, le logos, c'est moi. Soral égale logos. Moi, ça m'amuse beaucoup, parce que je pense que c'est un peu imprudent. Dire le logos, c'est le Christ c'est le logos, ça c'est un très 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 utile, mais il vaut mieux dire, j'essaye d'être un suiveur de logos, de faire de mon mieux dans la logique du logos, mais qui veut dire je suis le logos? Non. C'est la fameuse formule de Soral. C'est la fameuse formule de Soral. Soral a toujours raison. Oui, c'est les gens qui sont autour de lui qui ont inventé ça. Bon, on a toujours besoin de flatteurs. C'est bien utile. On est bien content quand il y en a des gens qui vous suivent et qui vous admirent. Mais il ne faut pas se laisser piéger, c'est tout. Oui, en tout cas, rétablir le logos contre la cruauté et le mensonge systématique, c'est pas de trop. C'est pas de trop, il faut être nombreux sur cette ligne, c'est sûr. Bon, je vous ai un peu traumatisé. Pas du tout. J'étais en train de regarder une question d'auditeur. Pourquoi vous remettez en cause les résultats de l'intelligence artificielle? C'est pourtant un excellent outil, objectif et fiable de surcroît. Mais c'est exactement ce que dit Michael Jones. C'est pourquoi Yuval Hariri dit non, l'intelligence artificielle, oui d'accord, mais il faut lui mettre quelques limites. Il lui apprendre des trucs qu'elle n'a pas trouvé toute seule. Voilà. Exactement. Donc l'auditeur, vous avez mal compris, cher auditeur. Vous voyez, on a dit tout à fait l'inverse. Vous pouvez recommencer si vous le souhaitez, évidemment. Alors, en parlant de logos, il y a une parodie écrite en 2023. On va parler un peu du Proche-Orient avant de revenir peut-être sur l'Amérique. Netanyahou et le logos. C'est une parodie. De quoi parle-t-il, le Premier ministre? Il parle du Premier ministre israélien, Michael Jones. Oui. Il invente un dialogue entre Netanyahou et un journaliste américain. Et Netanyahou se montre exactement comme il est, parfaitement cynique, mensonger, criminel, tout ça, et puis décontracté. Surtout, ce qui met en évidence, c'est le mépris profond dans lequel Netanyahou tient le monde entier. Bon. Mépris total. Bon. Oui. Donc c'est très réussi, c'est rigolo. Bon. Et alors forcément, les événements depuis le 7 octobre ne font que renforcer cette épouvante que nous éprouvons devant le personnage et les gens qui l'entourent, puisqu'apparemment il y en a même d'encore pire. Allô? Et oui. Je vous en prie, je vous écoute. Oui. Ce qui m'intéresse chez Michael Jones, il n'y a pas d'article où il développe sa pensée sur Trump, mais parce que il a fallu mettre un point final au livre. De plus en plus, il exprime son horreur pour l'indifférence de Trump au destin des Palestiniens, au sort des Palestiniens. Oui. Il ne pardonne pas. Il est évident qu'il apprécie un petit peu la réforme morale que Trump essaye de mettre en place. Mais non, dans la réforme morale, on ne peut pas inclure d'accepter le massacre des Palestiniens. C'est pas possible. Donc moi, je trouve ça beau. Peut-être que c'est pas de la politique ou de la diplomatie très, très, très machiavélique et donc très nécessaire, peut-être. Mais bon, c'est très bien que Michael Jones prenne ses distances. Vous voyez qu'il n'est jamais embringué, malgré lui, dans une ligne plus ou moins à la mode dans certains milieux. Il garde toujours ses distances et sa personnalité. Moi, je trouve ça remarquable. Il m'apprend beaucoup. Surtout aux États-Unis. La position que Eugène Michael Jones peut avoir par rapport à Israël, par rapport à Netanyahou, n'est pas une
n'est pas facile à tenir aux États-Unis, même si aujourd'hui une grande majorité des Américains ont une vision pour le moins contrastée d'Israël et de sa politique d'hégémonie au Proche-Orient. Absolument. Donc, il est classé antisémite numéro 1 par les organes qui aiment bien faire des listes d'antisémites. Bon, numéro 1 dans les autres 10 premiers de la liste, parce qu'il y a vraiment des listes, ils sont comme ça aux États-Unis. Vous avez mon cher Israël Shamir, numéro 2, Gilad Atzmon, un écrivain aussi très brillant, israélien d'origine allemande, qui s'est exilé en Angleterre et qui est extrêmement virulent aussi contre toutes les côtés nazis de l'idéologie israélienne dominante. Oui. Mais il insiste sur le côté nazi, parce que comme il est d'origine allemande, il reconnaît des tas de choses, vous voyez, qu'il a vu dans sa famille. Bon. Et puis Maria, il faut bien noter que ce n'est pas de l'antisémitisme. L'antisémitisme est d'ailleurs réprimé par la loi en France. Il s'agit d'une notion d'antisionisme et de constater que des auteurs et des intellectuels juifs peuvent être parfaitement antisionistes. Et ça, je pense qu'il faut le dire, pour bien mettre les choses au point et au clair. Certainement. Et dans la société israélienne, il est évident que les gens sont en train de retrouver leur humanité en s'apercevant que leur pays n'est pas invincible. Bon, ils sont tous tombés dans un piège sioniste en se disant voilà, on va être riches, heureux, puis plus personne ne va nous embêter. Puis ils s'aperçoivent que non. Ils risquent d'être bien embêtés, même des enfants qui partent en colonie de vacances maintenant, on leur dit vous êtes des Israéliens, vous êtes des salauds. Ça leur plaît pas, ils sont pas habitués. Ils vont perdre toute leur richesse. C'est tout simplement un État colonial. Les colons, un jour ou l'autre, ils savent très bien qu'ils vont se faire virer du pays. Ils le savent. Bon, c'est tout. Mais alors, donc, en Israël, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent à l'humanité, qui se convertissent au christianisme de façon officielle ou pas, parce que c'est très dangereux. Israël Shamir s'est converti officiellement au christianisme. Il a été persécuté, mais comme n'importe quel goy. C'est pas fini. Il est âgé maintenant, c'est tout. Donc la persécution, elle touche les Juifs. Ils sont très très menacés par l'idéologie sioniste, comme vous dites. C'est ça. Qui n'est qu'une partie du judaïsme, heureusement, mais qui avait pris un essor considérable parce qu'ils se pensaient invincibles. Maintenant, c'est fini. C'est terminé. Ils savent qu'ils ne sont plus invincibles. La situation, la guerre contre l'Iran a pu montrer que, justement le fait qu'il n'était pas invincible. Il écrit plusieurs articles sur l'Iran aussi, Michael Jones. Oui. Alors moi, j'ai tenu à les mettre dans cette collection d'articles, même si ça n'appartient pas exactement aux guerres culturelles de l'Occident. On peut se dire, tiens, voilà un sujet périphérique. Mais pas du tout, puisque les États-Unis, on ne sait pas si ça continue ou pas, mais bon, quand même, depuis un certain temps, se définissent par leur hostilité à l'Iran, leur volonté de désarmer l'Iran, de la réduire à l'impuissance, de la ruiner par les sanctions, etc. Donc Michael Jones était invité, comme de nombreux grands journalistes antisionistes, à Téhéran, à plusieurs conférences internationales. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance. Et que je me suis dit, mais ce monsieur dit les mêmes choses que nous partageons, il fait les mêmes analyses que nous sur beaucoup de choses, mais il ajoute un degré d'analyse de profondeur que n'ont pas les autres, et c'est pour ça qu'il m'a énormément intéressé. Et j'ai compris ensuite, donc petit à petit, à quel point c'était un enracinement dans un catholicisme très très ancien, très vivant, et très très créateur à mon avis. Bon. Alors, ce qu'il raconte sur l'Iran, c'est très intéressant. Ça affronte directement les États-Unis. Il dit qu'une grande erreur de l'ayatollah Khomeini, qui respecte énormément, ça a été d'autoriser la contraception. Vous savez que l'imam Khomeini a pris des décisions controversées. En particulier, il interdisait à l'Iran d'essayer d'avoir la bombe atomique. Ce qui est très beau, mais maintenant on lui reproche. On lui dit si l'Iran avait eu la bombe atomique en même temps que le Pakistan, il n'aurait plus besoin de se défendre. Oui, mais l'idée de l'imam Khomeini, c'était de la promotion d'une révolution universelle humaniste. Donc on n'allait pas utiliser les armes les pires.
Hein, on n'allait pas refaire Hiroshima et Nagasaki, c'était ça l'idée. Bon. Mais d'après Michael Jones, il a commis une autre erreur d'autoriser la contraception. En Iran, l'avortement est strictement interdit. Si vous allez voir le cinéma iranien, vous verrez à quel point la société est profondément convaincue. Vous voyez que l'avortement est inadmissible, comme l'Afrique tout entière. Hein. L'Iran évolue, ils sont très tentés par la modernité. Enfin, il n'y a pas encore de problème d'avortement massif, mais la contraception autorisée par Khomeini, toujours dans cet esprit, c'est vrai, il faut être moderne, il faut pas enfermer les femmes, il faut qu'elles aillent à l'université, qu'elles travaillent, il faut leur donner des droits, d'accord ? Eh bien, Michael Jones dit que c'est une énorme erreur parce que l'Iran a un problème démographique énorme. Depuis plus longtemps que nous, les femmes ont arrêté de faire des enfants. Alors, elles sont à l'université, elles ont des postes de direction, elles ont beaucoup avancé donc, dans ce qu'on appelle la promotion sociale et économique, mais elles ne veulent plus faire d'enfants. Et vous savez que c'est très étonnant. On arrive à Téhéran, on est reçu par des petites traductrices, des journalistes, des filles très brillantes qui parlent plusieurs langues à la perfection, dont le français. Puis on leur demande, alors vous avez une famille, des enfants ? Ah non, surtout pas, on n'en veut pas. C'est la situation française, mais ils sont arrivés à cette conclusion-là bien avant nous. Vous voyez, ils ont donc un problème démographique. Leur pays se vide. Oui. Voilà. C'est tout à fait étonnant, important. Et puis, bien sûr, Michael revient sur toutes les atrocités commanditées par Israël pour en finir avec l'Iran. Bien sûr. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on conclue cette émission. Il nous reste un peu plus de 10 minutes pour la conclure sur, je crois, ce qui est le dernier article d'Eugène Michael Jones. Je rappelle encore une fois, pour ceux qui s'intéressent à la pensée de cet intellectuel chrétien catholique américain, son livre, traduit donc par Maria Pougnier, le livre aux éditions du Verbe Haut, Les guerres culturelles de l'Occident. Et dans son dernier chapitre, vous avez un article sur le satanisme comme grammaire cachée de l'Amérique, une lecture de la défaite de l'Occident par Emmanuel Todd. Le satanisme comme grammaire cachée de l'Amérique. Est-ce que vous pourriez développer, Maria Pougnier, pour l'éditeur de Radio Courtoisie ? Oui. Cette idée de l'Amérique satanique, on l'a trouvée aussi chez l'imam Khomeini, qui appelait les États-Unis le grand Satan. Michael Jones partage complètement ce point de vue, et c'est le sujet qu'il est en train de travailler à fond. Donc, il prépare un livre qui va sortir en anglais incessamment ou qui vient de sortir. Bon. D'accord. Un petit peu de temps pour l'avoir en France. Pour le traduire, on va voir, oui. Sur l'idée que depuis l'origine, les États-Unis sont sur une très mauvaise pente à cause des puritains. Des puritains, des protestants en général, des WASP, jusqu'au moment où les WASP et les protestants sont éliminés de la scène publique, et c'est l'immigration juive qui prend les rênes de l'évolution des États-Unis. Et donc c'est une espèce de marche à l'abîme. Vous voyez, il dit Emmanuel Todd fait des reproches tout à fait justifiés aux États-Unis, revoit avec beaucoup d'informations l'histoire des États-Unis, mais il refuse de franchir le dernier pas, dire oui, mais c'est une immense catastrophe juive, le destin des États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que mais la notion de messianisme dans la 4e République. Oui, mais il pense qu'il y a une métaphysique juive, vous voyez, qui conduit à de très mauvais résultats, qui n'est pas compatible avec l'intérêt réel des peuples. Il y a une grande illusion de ce côté-là. Alors, il faut toujours préciser que quand il dit les Juifs ou d'autres choses, il pense surtout à quelques personnes d'une très grande influence qui, malheureusement, il veut jamais de généralisation. De même qu'il dit, il ne s'agit pas d'être antisémite, il n'est pas antisémite, il approuve toutes les conversions. Il dit, mais il veut faire une certaine guerre religieuse, voyez, au judaïsme. Et on lui dit, alors quelles armes, comment faire ? Parce que comment on fait pour convertir les Juifs ? C'est pas si facile. Si on les attaque individuellement, si on leur propose une conversion, si on leur explique que peut-être ils trouveraient
des paradigmes spirituels plus apaisants pour eux, plus convaincants. Bon, enfin, tout ce que nous cherchons dans notre religion à nous, qui est à la fois consolatrice et qui nous donne un élan pour surmonter donc nos défauts, nos méfaits, etc. Eh bien, il dit donc les individus se sentent offensés si on leur propose une conversion. Si on s'adresse à une communauté juive, alors là, ils disent « Oh, quelle horreur, là, c'est de la discrimination, c'est de la persécution, gna 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 ». Il dit « Mais il y a une façon de surmonter tout ça. Saint Paul le disait, et dans l'Évangile, l'épisode central, c'est l'épisode de Saint Pierre. Le vendredi saint, Saint Pierre a tranché l'oreille d'un garde dans un effort désespéré pour défendre son maître Jésus, même s'il n'avait pas eu le courage de le défendre en parole, il l'avait renié 3 fois. Eh bien, il dit, qu'a fait le Christ quand Saint Pierre a tranché l'oreille du garde? Eh bien, il lui a recollé l'oreille. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut, c'est restaurer la capacité d'audition chez les gens empreints d'idéologie juive funeste. Restaurer l'audition. Donc, par exemple, leur faire lire les grands textes, leur faire lire les raisonnements de Michael Jones. Cette guerre, elle doit se mener par la conviction et non pas, bien sûr, par l'affrontement, qui est vraiment stérile. Vous voyez ? Donc, il remet au premier plan la question de la conversion des Juifs. Personnellement, je pense que c'est indispensable. Il a fait beaucoup de réflexions aussi sur l'évolution de l'Église, le Concile Vatican II. Bon, maintenant, beaucoup de gens sont d'accord que le Concile a donné lieu à des dérives. Le Concile, Michael Jones dit non, c'était pas un Concile hérétique, disons, pas du tout. Mais ça a ouvert la porte à des dérives qui sont allées beaucoup trop loin. Bon. Donc, il dit, il faut retourner donc à la notion de conversion ouvertement. Et alors, c'est là que Michael Jones est drôle, parce que très souvent, on lui pose la question, ah bon, mais vous n'avez pas peur, non, avec tout ce que vous dites, tout ça, bon. Et il dit, ah ben si, quand j'ai commencé à écrire, par exemple, l'autre volume qui est paru en français, qui s'appelle L'Esprit révolutionnaire juif, il faut lui faire de la publicité aussi à ce livre, qui a été publié par les éditions Saint-Rémy il y a quelques années, qui est un pavé monumental, comme chaque chose qu'écrit Michael Jones. Il ne peut pas écrire court, il faut toujours qu'il vous donne tous les détails. Mais c'est un livre très très important, très intéressant, contestable. On peut ne pas être d'accord sur tout, ça ne fait rien. Donc, Allô ? Oui. Oui. La conversion, avant toute chose, et ne pas avoir peur. Il dit, mais moi, on m'a annoncé, dès que j'ai commencé à écrire sur des questions qui avaient un rapport avec les Juifs, on m'a dit, oulala, tu vas pas dire vieux, ta vie est bientôt terminée. Voilà, comme c'est arrivé au Kennedy, comme c'est arrivé à tellement de gens. Voilà, prépare-toi à mourir, parce que ces gens-là ne font pas de cadeaux. Il dit, oui, voilà, j'ai 78 ans, je suis bien vivant, et je continue. Donc, il faut dire les choses de façon frontale. Je trouve que c'est très intéressant. Parce que dire il faut convertir les gens, sachant que tout le monde est complètement judaïsé. Il ne faut pas dire c'est les Juifs qui ont condamné le Christ, gna gna gna. Non, c'est les judaïsants. Tous les gens qui embrayent dans une logique erronée, dans une logique d'aveuglement. Pour un Moi, je trouve que dit comme ça, c'est très important, c'est très intéressant. Et si vous voulez, c'est comme ça que moi-même, j'estime devoir être une militante catholique, pour convertir des gens qui ne savent pas, si vous voulez, qui sont très éloignés des vérités fondamentales. Donc pour Emmanuel Todd, il dit, ben voilà, ce monsieur n'a pas fini le travail, c'est tout. Il faut aller voir, au fond, ceux qui condamnent les États-Unis maintenant, en ce moment, parce que les Juifs, les dirigeants juifs ont pris un empire terrible, et donc il faut maintenant faire une révolution, entrer dans ce qu'il appelle la 4e République. Et alors il est amusant parce qu'il dit, chaque république aux États-Unis a duré 80 ans. Et c'est comme ça partout. Alors, quelles sont les 3 premières ? Il y a eu celle des Puritains. Ensuite, entre la guerre d'indépendance et la guerre de sécession. Ensuite, donc, l'emprise des protestants. Il dit les catholiques n'ont jamais pesé
aux États-Unis. Ça n'existe pas. C'est marginal. Alors lui-même, vous savez, il est de famille allemande et irlandaise. Et il s'exprime beaucoup en tant qu'Irlandais. C'est-à-dire minorité persécutée par les autres. Hein. Il y a un concept qu'il n'aime pas, c'est qu'on dise les Blancs face aux Noirs. Il dit non, moi je suis pas blanc. Moi je suis d'une origine européenne bien précise qui a été maltraitée par les Anglais et par les autres Américains. Les Irlandais. Voilà, les Irlandais, pour eux, la notion de blancheur, blanchitude, comme disent les Noirs en France, hein, ils disent la blanchitude. Vous avez inventé de parler de négritude, et ben nous on va parler de blanchitude. Quelque chose dit non, ça n'existe pas, ça n'a aucun intérêt. Bon. Oui, il s'attache aux racines culturelles, à l'identité culturelle, alors l'identité nationale et pas à l'identité raciale. Voilà. Et donc la Troisième République, c'est celle qui est pratiquement dominée par les intérêts juifs, et la nouvelle, celle qu'il essaye d'inaugurer, donc c'est celle qui sera dominée par les catholiques, qui vont remettre le monde sur ses pieds. Oui, c'est particulièrement sulfureux, c'est sûr qu'on comprend. Et alors vous me dites que Eugène Michael Jones n'a jamais eu de procès dans sa carrière. Non, parce que justement, il est inattaquable dans la mesure où il vous cite absolument toutes ses sources, tous ses raisonnements, etc. Il est inattaquable. Il est traduit en français. Oui. Et il a fait quelque chose de très judicieux, à mon avis. Il était prof dans une école catholique. Et puis, rapidement, il y a eu des dissensions et il était menacé de se faire jeter à la porte. Avec, on peut parier, un procès pour antisémitisme ou pour 36 autres choses que certains se régalaient d'avance de pouvoir lui faire, vous voyez. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a démissionné de l'université. Donc, on n'a pas pu l'accuser, vous voyez, sur la base de ce qu'il aurait dit, pensé, écrit, jusqu'à ce moment-là. Donc, il maintient les canaux de dialogue avec tout le monde, avec ses adversaires, avec ses ennemis. Il refuse d'entrer dans l'affrontement, justement, judiciaire. Moi, je trouve cette démarche très intéressante. Parce que c'est aussi une façon de nous ruiner, nous épuiser, nous entraîner tout le temps dans des procès. Personnellement, ça s'appelle les procès Bayon. Parfois, on peut pas y échapper. Parfois, on peut soi-même déclencher des procès. On n'est pas toujours des moutons à tondre, comme on dit. Mais, bon. Mais si on peut contourner cette stupidité judiciaire, c'est aussi bien. Donc, les gens qu'on va désigner à une époque, que la justice et la police vont désigner à une époque comme terroristes, la génération suivante va les réhabiliter. Et les écrivains et les artistes qu'on a voulu interdire, pensons chez nous, à Flaubert ou à Baudelaire, c'est devenu nos héros. Alors, il ne faut pas gaspiller son énergie dans les procès, il ne faut pas se laisser entraîner là-dedans. Les terroristes résistants en France durant l'occupation sont devenus aussi des héros. En effet, on peut passer de terroriste à héros, ça ne serait pas la première fois ni la dernière que ça arriverait. Maria Poumier, voilà, c'est donc la fin de cette première partie d'émission. Je rappelle le titre du livre d'Eugène Michael Jones, Les guerres culturelles en Occident, traduction de Maria Poumier et aux éditions du Verbe Haut, les éditions du Verbe Haut de notre ami Sylvain Durin. Écoutez, merci beaucoup pour cette intervention dans cette émission et je vous souhaite, j'ai des bruits parasites que j'ai du mal à comprendre, il est tout juste 27, et donc je vous souhaite une excellente journée à vous et je vous dis à très bientôt sur Radio Courtoisie.